J'ai vendu mon enfance. Je m'appelle Junior, j'ai 12 ans. On me dit souvent que j'ai un regard trop vieux pour mon âge. Il traîne une lueur que les autres enfants n'ont pas. Une lueur qui vient de là où le soleil ne brille jamais. Ceci est l'histoire de comment j'ai vendu mon enfance pour de la puissance, et comment j'ai failli ne jamais la retrouver. Tout a commencé avec un ami, et avec une colère si profonde qu'elle pouvait ouvrir des portes vers d'autres mondes. Ma vie, c'est ma tante. Je n'ai jamais connu mon père. Son nom était un trou dans les conversations, un vide qui aspirait les questions. Ma mère, une beauté légère et volatile dont on parlait à voix basse au marché, cette Dédé, avec ses yeux de gazelle et son cœur sans encre, m'a déposé chez sa sœur comme on dépose un paquet encombrant, le jour même de ma naissance. Pas de baiser, pas de larmes, pas de prénom choisi avec amour. Juste un nourrisson emmailloté dans un pagne usé, et un mot griffonné, prends-le. Moi, je ne peux pas. Ma tante, Émilie, une femme douce au visage toujours un peu triste, comme sculptée dans une résignation tendre, n'a jamais pu avoir d'enfant. Son ventre était resté un jardin silencieux. Moi, j'étais le fils de la honte, le rejeton d'un amour de passage, qu'elle a lavé, nourri, et transformé en fils du cœur. Elle m'a tout donné, le gîte propre, l'école, des vêtements toujours repassés avec soin, une tendresse discrète qui se lisait dans le beignet supplémentaire glissé dans mon cartable, dans la main qui vérifiait ma fièvre du bout des doigts. Mais elle ne pouvait pas me donner ce dont j'avais le plus soif, la réponse à la question qui brûlait mes nuits. Pourquoi? Pour quelle raison ma propre mère ne m'avait pas voulu? Émilie secouait doucement la tête, ses yeux fuyants. Elle n'était pas faite pour ça, mon chéri. Certaines femmes ne sont pas faites pour être des mères. Une explication qui n'en était pas une, et qui laissait le champ libre à mon imagination pour construire des châteaux de culpabilité. Notre maison était un sanctuaire propre et silencieux, comme une chambre d'hôpital après la visite. Les meubles, cirés, semblaient retenir leur souffle. Pas de cris, pas de musique forte, pas de désordre laissé traîner. L'ordre y était une religion, et Émilie en était la grande prêtresse. Et surtout, il n'y avait pas de souris, pas d'insectes. Ma tante avait une phobie viscérale, maladive, des rongeurs. Elle voyait une ombre, un frétillement, là où il n'y en avait pas. Elle scellait chaque fissure au mastic, vérifiait chaque sac de riz, chaque placard, avec une lampe torche et une attention de détective. L'ordre maniaque était sa manière de conjurer le chaos de sa propre vie, du ventre qui était resté désespérément vide, de la sœur qui était partie en laissant derrière elle le désordre ultime, un enfant. La nuit, je dormais avec une veilleuse, une petite lampe coquillage qui projetait une lueur orangée rassurante sur le mur. Les ténèbres complètes sont mauvaises pour les rêves d'un enfant, disait-elle en bordant mon lit, sa main effleurant mon front. La lumière, même faible, chasse les mauvaises idées. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Mais ce n'était pas l'obscurité qui nourrissait mes cauchemars. C'était cette lumière même qui, en dessinant des ombres familières, laissait parfois entrevoir, dans un coin de la pièce ou dans le motif du tissu, des formes qui remuaient. Des formes petites, grises, aux queues interminables. Je les chassais du regard, le cœur battant, me blottissant sous la couverture. Je ne disais rien. Je ne voulais pas angoisser Émilie. Déjà, son amour était un édifice fragile, construit sur le silence et la propreté. Je ne devais pas y apporter la perturbation, ni la saleté de mes peurs. Mais parfois, au plus profond de la nuit, je jurais entendre autre chose que le silence. Un grattement ténu, venu des murs, comme si la maison, si propre en surface, abritait dans ses entrailles de ciment une vie secrète, rampante, qui attendait son heure. Mon échappatoire, c'était Ryan, mon voisin, 9 ans, un an de moins que moi. Un gamin énergique, aux yeux pétillants d'une intelligence bien trop aiguisée. Il était mon contraire, bruyant, libre, sans parents visibles qui le réprimandent. On jouait au football dans la rue poussiéreuse jusqu'à ce que le crépuscule nous avale. Un jour, alors qu'on observait des fourmis, il a dit sans prévenir, en fixant mon front, « Ta tête, elle est ouverte, Junior. » J'ai touché mon crâne, inquiet. « Ouverte? Comment ça? Pas comme une blessure, idiot. Ouverte, comme une fenêtre. Les gens comme nous, on peut passer par là. On peut voir des choses. Tu ne le sens pas? Ce vide en toi, ce n'est pas juste de la tristesse, c'est une antenne. Ces mots ont résonné en moi. Le vide. Il l'avait nommé. Il l'avait vu. Pour la première fois, quelqu'un ne me voyait pas comme l'enfant abandonné, mais comme quelqu'un de spécial. Puissant, même. Je te montrerai, a-t-il chuchoté, un sourire étrange aux lèvres. Ce soir, cette nuit-là, un grattement me tira du sommeil. Ce n'était pas le bruit familier de la maison qui respire. C'était un son intentionnel, un petit gratis impatient contre le bois. Ma porte, pourtant soigneusement fermée, commença à s'entr'ouvrir avec une lenteur qui glaçait le sang. Sur le seuil, découpé dans la lueur bleutée de la veilleuse, se tenait une grosse souris grise. Elle était immobile. Son pelage luisait, anormalement propre. Elle ne fuyait pas, ne cherchait pas de nourriture. Elle me fixait, ses petits yeux noirs brillants comme des perles de
jet, reflétant la lumière de la lampe avec une intelligence froide et calculatrice. Un frisson de terreur pure, bien plus fort que la peur des rongeurs, me paralysa. Jamais de souris, la loi absolue d'Emily, le tabou sur lequel reposait tout son univers ordonné. C'était comme voir le chaos incarné, la contamination ultime, assise sur le pas de ma porte. Je clignai des yeux, une fois, fort, pour chasser cette hallucination de fatigue. Quand je les rouvris, la souris avait disparu. À sa place, se tenait Ryan. Mais ce n'était pas tout à fait le Ryan de la journée. Ses traits étaient les mêmes, mais sa peau semblait plus pâle, presque cireuse sous la lumière bleue. Et ses yeux captaient et renvoyaient la lueur de la veilleuse exactement comme ceux du rongeur, avec le même éclat vitreux et dépourvu d'émotion humaine. Un sourire trop large, qui montrait trop de dents, étirait ses lèvres. Chut, fit-il. Sa voix n'était pas un son qui traversait l'air, mais un murmure qui semblait naître directement dans ma tête, doux et collant comme de la soie. Je suis venu te chercher, pour la vraie aventure, celle qui commence quand les lumières s'éteignent. La peur viscérale se mua en une excitation terrible, interdite. C'était l'appel du monde interdit, l'envers du silence d'Emily. Il me tendit la main. Après une hésitation qui dura une éternité, je la pris. Elle était froide et étrangement humide, comme de l'argile fraîchement extraite de la terre. Dehors, la nuit n'était pas un voile, mais une substance. Un noir velouté et profond qui aurait dû être aveuglant. Pourtant, je voyais les contours des maisons, les irrégularités de la rue, les feuilles des arbres. Tout était dessiné avec une clarté surnaturelle, comme si la lune invisible baignait tout dans une lumière gris-perle que moi seul percevais. Ryan me regarda, son visage sérieux dans la pénombre. Tu veux voler, traverser les murs, voir non pas avec les yeux, mais avec les trous laissés dans le monde, voir ce que les autres enterrent et prétendent avoir oublié? Je répondis oui d'une voix que je ne reconnus pas, rauque et avide. C'était tout ce que je voulais, échapper à la chambre stérile, au silence pesant, à la question sans réponse, devenir puissant, au lieu d'être la victime d'un abandon. Alors, il plongea la main dans la poche de son short. Quand il la ressortit, elle était fermée en coupe. Il ouvrit lentement les doigts. Sur sa paume, une limace, grosse, longue, d'un brun terreux moucheté. Elle se tortillait avec une lenteur obscène, laissant sur sa peau un sillage de bave argenté qui brillait dans ma vision nocturne. C'est ton début, annonça-t-il, d'un ton aussi neutre que s'il me tendait un bonbon. Ton passeur, avale-la, vivante, sans mâcher. C'est la clé qui déverrouille la chair. Le dégoût, physique, immédiat, me souleva le cœur. Ma bouche se remplit de salive acide. Mais dans ses yeux de rongeur nocturne, je ne voyais pas de cruauté. Je voyais une froide certitude, et la promesse de ce qui se trouvait de l'autre côté. La puissance, l'appartenance à un monde plus vaste, plus vrai. Je tendis une main tremblante. La limace était froide, d'une froideur vivante et humide, et d'une viscosité qui me donna l'impression de toucher un organe interne. Je la portai à mes lèvres. L'odeur de terre et de mucus frais m'envahit les narines. Je fermai les yeux, ouvris la bouche, et la laissai glisser sur ma langue. La sensation fut atroce. Un contact froid, pulsatile, qui se débattait faiblement. Je contractai ma gorge et avalai de travers, sentant la chose vivante, intacte, descendre lentement, horriblement, le long de mon œsophage, comme un parasite consentant. Un silence suivit, où je luttais pour ne pas vomir. Puis, Ryan s'approcha. Il plaqua ses deux paumes froides sur mes yeux, m'aveuglant. Un choc électrique, mais glacial, traversa mon crâne de part en part, comme si on enfonçait deux aiguilles de glace dans mes tempes. Des images fulgurantes, sans lien, défilèrent derrière mes paupières closes. Des ombres qui dansaient dans des pièces sans lumière, des visages inconnus déformés par des émotions extrêmes, des chuchotements dans des langues oubliées. Ça, c'est pour le sang-froid, dit sa voix dans ma tête. Pour voir sans trembler. Quand il retira ses mains, le monde avait changé. Ce n'était pas une vision améliorée, c'était une perception différente. Les murs solides de notre maison n'étaient plus opaques. Ils semblaient faits d'un brouillard dense, de fumée grise figée. En concentrant mon regard, je pouvais voir à travers. Je distinguais les formes familières du salon, le canapé, la table basse. Et plus loin, dans sa chambre, la forme endormie de ma tante Émilie, recroquevillée sur elle-même, comme un fœtus. Une lueur pâle, triste et fatiguée, émanait d'elle. Je pouvais voir son sommeil. Je pouvais voir sa solitude. Je levai les mains devant mon visage. Elle semblait normale, et pourtant, je sentais en moi une froideur nouvelle, une étrange quiétude. La limace en moi était silencieuse, fondue. Elle avait ouvert une porte. Je regardais Ryan. Il souriait, son sourire d'avant, chaleureux et énergique. Les yeux de souris avaient disparu. Bienvenue dans la vraie nuit, Junior, dit-il. Maintenant, on va se promener. Viens, dit Ryan, sa voix redevenue un chuchotement tangible dans l'air nocturne. Nous nous approchâmes du mur extérieur de la chambre de ma tante. Ryan posa sa main sur la surface de béton qui, dans ma nouvelle vision, ondulait légèrement comme une surface d'eau stagnante. Il faut y croire, murmura-t-il. Le mur n'est pas plus solide qu'un rideau de brume. Il avança, et son corps s'enfonça dans la matière grise, disparaissant
caressant jusqu'aux épaules. Une vague de panique me submergea. Je fermai les yeux et fis un pas en avant. La sensation fut atroce. Ce ne fut pas une traversée, mais une dissolution. Un froid humide et épais, comme de la boue glacée, pénétra chaque pore de ma peau, chaque fibre de mes vêtements. Puis vint l'étouffement, une pression immense sur ma poitrine, l'impression que mes poumons se comprimaient à zéro. Une seconde d'agonie pure, muette. Et puis, l'autre côté. À l'intérieur, l'atmosphère était différente, lourde, saturée d'une odeur sucrée et fade, comme celle de fleurs coupées oubliées dans un vase depuis trop longtemps. La pièce était baignée d'une lueur laiteuse qui ne venait d'aucune lampe. Ma tante dormait sur son lit étroit, mais elle n'était pas seule. Sur elle, enlaçant son corps comme une liane vivante, se trouvait une créature, un serpent d'un blanc laiteux, irréel, aux écailles luisant d'une lueur propre et morbide. Il était épais comme un bras d'homme adulte, et sa longueur semblait infinie, enroulé plusieurs fois autour du torse et des jambes de ma tante, ayant des rapports avec elle. Il bougeait avec une lenteur hypnotique, une pulsation presque imperceptible, comme s'il respirait avec elle, ou pour elle. Et sur le visage d'Émilie, endormie, se dessinait une expression que je ne lui avais jamais vue. Un plaisir intense, une sérénité béate, mais complètement vide. Un sourire d'extase inconsciente, privé de toute pensée. C'était plus horrible que de la douleur. C'était sa paix qui était un leurre, un poison. Un cri muet s'étrangla dans ma gorge, remplacé par un hoquet de dégoût. Ryan était à mes côtés, son regard fixé sur la scène sans trace de surprise, seulement une froide analyse. « C'est ça qui la rend stérile », murmura-t-il à mon oreille, sa voix dépourvue de toute compassion. « Ce n'est pas un hasard, c'est un héritage, un gardien de la lignée. Il se nourrit du possible, de la vie qui pourrait être. Si tu le touches, il se retournera contre toi. Il est bien plus vieux, bien plus fort que toi. Il est le prix de son ordre parfait. » Au moment même où il prononça ces mots, comme s'il avait été convoqué par leur révélation, une forme se matérialisa dans le coin le plus sombre de la pièce. Un homme, grand, élancé, vêtu d'un costume blanc immaculé qui semblait émettre sa propre lumière froide. Son visage était un flou, une vibration dans l'air, mais je pouvais sentir son regard, pesant comme du plomb, et une autorité terrible qui émanait de lui, glaciale et absolue. Ce n'était pas un être de chair. Il ne tourna même pas la tête vers nous. Sa voix, lorsqu'il parla, ne résonna pas dans la pièce mais vibra à l'intérieur de nos os, de nos dents, comme un diapason sinistre. « Sortez !» Ce n'était pas un ordre crié, c'était un décret, une loi de la réalité qui se reformulait pour nous expulser. Avant que je puisse réagir, Ryan me saisit le bras avec une force d'acier. Un mouvement de recul, et le mur nous aspira à nouveau. La brève agonie d'étouffement, le froid pénétrant. Puis nous étions de l'autre côté, dans le jardin, le choc de l'air nocturne sur notre peau. Mais nous ne nous arrêtâmes pas au sol. L'élan de notre expulsion continua. Nos pieds quittèrent la terre. Et nous nous mîmes à voler. Pour de vrai, le vent siffla à mes oreilles, froid et vif, balayant l'odeur sucrée de la chambre. Les toits du quartier s'éloignèrent, devinrent un patchwork de formes sombres sous la voûte étoilée. La peur se mua en une ivresse vertigineuse, effrayante et libératrice. Je volais, au-dessus des maisons, des secrets, au-dessus du serpent laiteux et de l'homme en blanc. Ryan tenait mon poignet, son visage tourné vers le ciel, un rire silencieux aux lèvres. Nous filions dans la nuit, non pas comme des oiseaux, mais comme des ombres projetées par une lumière invisible, libérée des lois du monde que je connaissais. Mais au fond de moi, glacé et bien plus durable que l'euphorie du vol, l'image restait gravée, le sourire vide de ma tante, et l'étreinte du gardien blanc qui veillait, dans le silence de sa chambre, à ce que rien ne vienne jamais troubler l'ordre stérile de notre maison. Le vol cessa aussi soudainement qu'il avait commencé, non par une chute, mais par un atterrissage en douceur, comme si le sol s'était élevé pour nous accueillir. Nous étions dans un domaine que mon esprit d'enfant pauvre n'aurait jamais pu concevoir. Des villas d'un blanc éclatant, aux lignes épurées, baignées d'une lumière douce qui ne semblait provenir ni du soleil ni de la lune. Des voitures aux formes futuristes et silencieuses glissaient sur des allées de gravier parfait. Des jardins exubérants, trop parfaits, où chaque fleur semblait sculptée. Et au-dessus, un ciel d'un noir de velours constellé d'étoiles fixes, comme un décor peint. Ici, Ryan avait changé. Ce n'était plus le gamin de la rue poussiéreuse. C'était un homme dans la trentaine, élégant dans un costume sombre et simple, le visage plus dur, plus marqué, empreint d'une autorité tranquille et absolue. Il était entouré, des femmes d'une beauté à couper le souffle, mais dont les sourires étaient identiques, un peu figés, comme des masques d'une perfection inquiétante. Et des enfants, ou ceux qui en avaient l'apparence. Ils jouaient, mais leur rire était trop harmonieux, et leur regard, quand ils se posaient sur moi, était d'une lucidité et d'une froideur bien trop vieilles pour leur corps. « Bienvenue chez toi, Junior », dit Ryan, l'air satisfait, en ouvrant les bras pour désigner ce paradis. Sa voix était celle d'un adulte, chaude et persuasive. « Ici, tout est possible. Les règles du monde d'en bas sont des chaînes que nous avons brisées. Tout se partage. Le plaisir, la connaissance, le pouvoir.
Cette nuit-là, il entreprit de m'initier au premier partage. Il m'offrit des femmes. Le mot même était glaçant. Elles étaient exactement comme mon imagination d'enfant pubère, seul dans sa chambre, les avait désirées, forme généreuse, regard prometteur, douceur de la peau. Je perdis ma virginité physique dans ce monde spirituel, et cela n'avait rien de doux, ni d'explorateur. C'était une performance, répétée encore et encore, dans des pièces aux lits immaculés, sous des regards qui n'étaient pas tous humains. C'était un tourbillon de chair fantasmée et de plaisir mécanique, intense mais vide, comme le sourire de ma tante sous l'étreinte du serpent. Chaque étreinte semblait me vider un peu plus de ma substance propre, me remplir d'un fluide étranger et froid. Puis, ce fut pire. Il me présenta ses enfants, des êtres androgynes, d'une beauté troublante et ambiguë, au charme doux et insistant. Tout se partage, répétait Ryan, devenu une litanie, un principe fondateur de cet enfer luxueux. L'affection, les sensations, les limites sont des illusions. Je sombrais plus profond, touchant, subissant, commettant des abominations que mon esprit d'enfant de 10 ans refusait de nommer, que mon âme adulte en devenir rejetait avec une nausée absolue. Ce n'était pas de l'amour, ni même du désir. Il n'y avait pas de tendresse, pas de passion, seulement une exploration clinique et corrompue de tous les seuils. C'était un rituel, une souillure calculée, méthodique, destinée à brûler toute innocence, toute pudeur, toute frontière entre moi et le groupe. Pour sceller mon appartenance, il fallait d'abord que je ne m'appartienne plus, avant que l'aube ne pointe dans le monde réel une lueur qui, ici, se manifesta par un léger pâlissement des étoiles fixes. Ryan m'emmena en bordure du domaine, là où les jardins parfaits cédaient la place à une falaise noire. En contrebas, une plage de sable gris, et une étendue d'eau sombre, lisse et huileuse, qui ne reflétait rien. Des formes indistinctes, massives, y remuaient avec lenteur, affleurant la surface avant de replonger dans les profondeurs. « C'est l'heure du retour, dit-il, sans douceur. Lave-toi ici. L'eau n'est pas celle de la vie, c'est celle du passage. Elle renverra la coquille de ton corps, endormi, dans ton lit. Ton esprit, lui, restera libre. Il saura désormais quitter l'enveloppe. Mais attention, ajouta-t-il en me poussant doucement vers la bordure. Ne traîne pas, ne plonge pas. Des choses, là-dessous, ont faim d'âme nouvelle et encore tiède. Elles pourraient te tirer par le fond, et ton corps, là-bas, ne se réveillerait jamais. Le bain fut une torture d'un nouvel ordre. L'eau était d'un froid glacial et poisseux. Elle ne nettoyait pas. Elle semblait déposer un film invisible sur ma peau. Des choses visqueuses et vivantes frôlaient mes jambes, s'enroulaient un instant à mes chevilles avec une curiosité vorace avant de se détacher. Je fermais les yeux, submergé par le dégoût de la nuit, par la honte, par l'horreur de ce que j'avais vu, fait, et de ce que j'étais devenu. J'en sortis en tremblant, grelottant sur le sable gris. Mais le tremblement n'était pas seulement de froid ou de peur. C'était un changement fondamental, comme un réalignement de mon être. Une fissure était ouverte. Je sentais un nouveau sens, informe mais puissant, la capacité de me dédoubler, de quitter la chair comme on quitte un vêtement trop serré. Ryan, redevenu le garçon de 9 ans, me regarda, un sourire énigmatique aux lèvres. La prochaine fois, tu viendras de toi-même. Tu n'auras plus besoin de guide pour la traverser. Quand j'ouvris les yeux dans mon lit, au petit matin, la lueur de l'aube filtrant à travers la fenêtre, mon corps était lourd, épuisé, comme après une longue maladie. Mais derrière mes paupières, je voyais encore briller les étoiles fixes du domaine. Et au fond de moi, quelque chose de froid et de libre remuait, comme un serpent blanc dans l'eau noire de mon âme. L'innocence était partie. À sa place, il y avait un pouvoir terrible, et la connaissance amère du prix à payer pour l'avoir. Les jeux prirent fin. Il n'y eut plus d'aventures nocturnes grisantes, plus de vol au-dessus des toits. Ryan, l'enfant énergique, avait définitivement cédé la place au commandant froid et calculateur. J'étais un soldat dans une guerre invisible, et mes armes étaient la trahison et la corruption. Première mission, les liens de l'Adam. Ma tâche était simple, presque anodine, distribuer à l'école des bracelets tressés aux couleurs Adidas et Nike, qui faisaient fureur. Dans le monde tangible, c'étaient des objets en plastique brillant. Mais quand je basculais dans cette autre perception, je voyais leur véritable nature. Des colliers de dents humaines, petites et pointues, polies jusqu'à l'éclat, liés par des fibres nerveuses séchées. Chaque enfant qui en enlaçait son poignet signait un pacte inconscient. Il devenait une proie marquée. La nuit venue, Ryan se postait à un carrefour désert, et il appelait, pas avec sa voix, mais avec une vibration qui traversait les rêves. Un à un, je les voyais arriver, leurs esprits sortis de leur corps endormis, les yeux vides de toute conscience, formant une procession silencieuse et macabre jusqu'à lui. Je restais en retrait, spectateur et complice. J'avais livré ma propre classe. Leur rire du jour résonnait désormais comme des cris étouffés dans ma mémoire. Deuxième mission, la rosée voleuse d'étoiles. Cette fois, l'outil était une aiguille rouillée que Ryan avait noircie au cours d'un rituel dont le souvenir me faisait frémir. Je devais acheter un sachet d'eau pure chez l'épicier, le percer avec l'aiguille, et le renverser aux abords d'un lycée réputé. En prononçant des mots gutturaux qu'il m'avait appris, une langue qui raidissait ma langue et laissait un goût de cendre dans ma bouche.
Le ciel, pourtant clair, se mettait à gronder sourdement. Une fine rosée, à peine perceptible, se mettait à tomber, irisée de couleurs malades sous ma vision altérée. Cette rosée ne mouillait pas les vêtements, elle volait les étoiles, comme disait Ryan, l'étincelle vitale, la joie, la résilience. Le lendemain, plusieurs élèves s'effondraient en pleine classe, victimes de crises de nerfs inexplicables, d'apathie soudaine ou de terreur panique. Je croisais leurs regards vidés dans la rue, et je détournais les yeux, l'estomac noué. L'ultimatum. Après la seconde mission, un autre esprit, une entité méprisante à la forme changeante, me toisa. Il te manque l'odeur, Junior, cracha-t-elle. Tu sens encore l'humain, le propre, le vivant. Pour être vraiment des nôtres, pour franchir le dernier seuil, il faut l'odeur de la mort sur toi. Pas celle qu'on frôle, celle qu'on donne. Il faut tuer. Ryan confirma, sans la moindre douceur ou complicité. Son regard était celui d'un chirurgien annonçant une amputation nécessaire. 3 jours. Choisis quelqu'un de lié à toi, c'est plus puissant. Maladie, accident, peu importe le moyen, mais apporte-moi l'esprit. Prends-le. La haine, une haine noire, rancie, que je croyais enfouie, ressurgit alors, parfaite et offerte. Ma mère, la femme fantôme, l'origine de tout mon vide. Elle était à Libreville, m'avait soufflé Ryan. Pour travailler, la rage brûla toute peur, tout remords naissant. Il me mena jusqu'à une chambre d'hôtel luxueuse, sentant le parfum cher et le cigare. À travers le mur, je les vis, elle, plus belle que dans mes souvenirs, mais avec une dureté autour de la bouche, et un homme, un Libanais au regard aiguisé de prédateur. Quand je me matérialisai dans la pièce, l'homme leva les yeux. Son esprit, à lui, était éveillé, puissant, protégé par des sortilèges égocentriques. Il ne fut pas surpris, seulement agacé. Son regard me toisa, puis se porta sur ma mère endormie. Cette pute est ta mère? Ricana-t-il, d'une voix indifférente hélas. Prends-la, elle commence à être ennuyeuse. C'est un déchet de ton pays de merde. Elle ne vaut rien. Ces mots agirent comme un coup de fouet. Le cœur battant à tout rompre, non pas d'émotion mais d'une excitation morbide, je m'approchai du lit. Je sortis mon aiguille rituelle, maintenant froide comme la glace. Je traçai un symbole complexe, invisible aux yeux normaux, sur le front lisse de ma mère. Puis, je criai son vrai prénom, celui qu'elle avait abandonné, d'une voix qui n'était plus la mienne. Son esprit se leva du lit comme une fumée pâle, une forme confuse, apeurée, encore belle. Elle me regarda, et dans ses yeux éthérés, je crus voir non de la reconnaissance, mais une tristesse infinie. Je savais que ça finirait ainsi. Sans un bruit, elle fut aspirée, tourbillonnante, dans une petite bouteille en verre fumé que je tenais. Je la bouchai avec un bouchon de liège gravé de runes. La bouteille devint immédiatement glaciale, comme si elle contenait un froid absolu. Je me tournai vers son corps endormi, désormais vide de sa présence essentielle. Tu mourras demain dans un accident de voiture, prononçai-je, la voix métallique, impersonnelle. Une sentence. Je partis, laissant l'homme indifférent rallumer son cigare, et la bouteille scellée contre ma poitrine, brûlant mon skin d'un froid qui promettait de ne jamais s'estomper. L'accident eut lieu comme prévu. Un camion fou, un taxi écrasé. Les journaux en parlèrent 2 jours. Et l'odeur arriva. Le lendemain du drame, en me réveillant, une senteur nouvelle m'enveloppait, douceâtre, écœurante, comme une fleur trop parfumée qui commence à pourrir, mêlée à une note de terre humide et de métal froid. L'odeur de la mort donnée. Elle ne venait pas de l'extérieur. Elle suintait de mes pores, imprégnait mes cheveux, ma salive. Elle me collait à la peau, aura définitive de ma damnation. Ryan, quand il me vit, hocha lentement la tête, un sourire de satisfaction aux lèvres. J'étais marqué, j'étais des leurs. L'odeur était le sceau indélébile de mon passage de l'autre côté de l'humanité. Ryan était insatiable. Chaque âme volée, chaque étoile éteinte, ne faisait qu'aiguiser son appétit de puissance. Je n'étais plus un initié, j'étais un outil, une clé qu'on faisait tourner dans les serrures les plus intimes, les songes. La mission était simple dans son horreur, envahir les rêves du quartier, y repérer les esprits malléables, les cœurs lourds de désir ou de peur, et soit les enrôler par la séduction, soit les sacrifier pour nourrir l'éclat froid du royaume de Ryan. Il me tendit une liste de noms, glissés dans un carnet dont les pages sentaient la moisissure ancienne. Ma tâche, pour chaque nom, remplir une petite bouteille en verre avec de l'eau croupie prélevée au canal, y murmurer le nom, et la sceller avec de la cire noire. Puis, les aligner sous mon lit, un cimetière de promesses liquides. La nuit venue, je m'asseyais en tailleur devant le grand miroir de ma chambre. Sous mon regard, dans la pénombre, sa surface argentée se brouillait, devenait une mare de mercure, puis une fenêtre. Et je voyais les songes des autres. C'était un kaléidoscope de peur et de fantasmes. Je pénétrais dans ces paysages mentaux avec la facilité d'un voleur de serrures psychiques. Je devenais ce dont le dormeur avait soif,
pour la jeune fille solitaire, j'étais le prince charmant aux douces paroles, pour le vieil homme rongé par la culpabilité, l'ami compatissant qui l'absolvait, pour le garçon harcelé, le sauveur fort et vengeur. Je tissais des liens de confiance oniriques, des attaches en fil de brume. Puis, au moment parfait, j'offrais un présent, un fruit d'une couleur impossible, une coupe de vin qui scintillait comme la nuit, un morceau de viande fumante aux senteurs envoûtantes. L'acceptation était le piège. En goûtant à mon offrande dans le rêve, l'esprit du dormant signait un pacte inconscient. Je sentais comme une ficelle se tendre entre la bouteille sous mon lit et l'âme de la personne, désormais repérable, accessible, vulnérable. Je devins une machine à vider les rêves. Je pompais l'énergie des espoirs innocents, la transformant en cette lueur grise et froide qui alimentait les villas du domaine de Ryan. Ma propre humanité s'émoussait. Je n'étais plus qu'un prédateur silencieux, un parasite des inconscients. Jusqu'à cette nuit, la liste m'envoya dans un rêve familial, celui d'une mère de 3 enfants. Je m'y glissais, m'attendant aux peurs banales de la maladie ou du manque d'argent. Le rêve était paisible, une plage au crépuscule, les enfants jouant près de l'eau. Je me matérialisais en gentil étranger, proposant mon aide pour bâtir un château de sable plus beau. C'est alors que l'eau, calme et dorée, se mit à bouillonner. Le rêve vacilla, non pas de peur, mais sous le poids d'une présence immense qui émergeait des profondeurs. Ce n'était pas une créature de l'angoisse de la mer, c'était quelque chose de plus ancien, de délibérément placé là. Une sirène, mais point de créature gracieuse. Celle-ci était majestueuse et terrible, mi-femme d'une beauté austère et antique, mi-poisson aux écailles larges comme des boucliers, d'un vert profond strié d'or. Ses yeux, sans pupilles, brillaient d'une lumière abyssale. Autour de son cou, des colliers de coquillages et de dents d'animaux sacrés cliquetaient. Un totem, un gardien ancestral placé dans le lignage familial pour protéger le sommeil des siens contre les incursions comme les miennes. Avant que je ne puisse m'enfuir, avant même que je ne puisse briser ma connexion, sa queue puissante, musculeuse, se leva hors de l'eau dans un éclaboussement silencieux et s'abattit sur moi. Le choc fut d'une violence inouïe. Ce n'était pas la douleur d'un rêve. C'était une douleur réelle, brillante et déchirante, qui explosa dans ma poitrine et dans mon esprit simultanément. Je ne fus pas simplement expulsé du rêve. Je fus arraché, projeté hors du monde onirique, puis violemment éjecté de cette perception altérée qui me permettait de voir à travers les murs. Je me retrouvai catapulté dans ma propre chair, dans ma chambre, avec la brutalité d'un noyé qu'on ramène à la surface. Le choc fut physique. Mon dos heurta le pied de mon lit, le miroir devant moi se fissura avec un craquement sec. Sous le lit, une des bouteilles d'eau croupie explosa en gémissant. Je restai étendu sur le sol, le souffle coupé, une douleur sourde et profonde martelant mon sternum, là où la queue de la sirène m'avait frappé dans cet autre plan. Ce n'était pas une ecchymose de chair, c'était une blessure de l'âme, une entaille faite à mon essence de prédateur. Pour la première fois depuis mon initiation, j'avais rencontré une limite, un gardien, et il m'avait frappé avec une force qui traversait tous les mondes. Le royaume de Ryan n'était pas sans maître. D'autres puissances, plus anciennes, veillaient, et elles n'étaient pas du tout disposées à me laisser faire. La douleur, aiguë et persistante, était un rappel atroce et libérateur. J'étais peut-être devenu un monstre, mais je n'étais pas le seul prédateur dans l'obscurité. Et certains de ces prédateurs protégeaient leur territoire. Ma chasse venait de prendre fin. Brutalement, je me réveillai dans mon lit, mais le hurlement qui déchirait l'aube ne venait pas de ma volonté. C'était un cri rauque, animal, arraché à une gorge qui n'était plus tout à fait la mienne. Pendant 4 jours, je fus un navire en perdition dans une tempête de peur pure. Je n'étais plus Junior. J'étais un réceptacle hanté. Les esprits du royaume de Ryan, furieux de mon échec et de ma blessure, rôdaient dans les coins de ma chambre. Je les voyais se faufiler le long des murs, ombre grimaçante aux yeux de braise. Ils chuchotaient, sifflaient des menaces dans une langue gutturale et oubliée qui, horreur suprême, sortait parfois de ma propre bouche. Je parlais des mots que je ne comprenais pas, injuriant ma tante, maudissant la lumière. Je tremblais sans cesse, recroquevillé sur mon lit, voyant dans chaque ombre porter une queue de sirène prête à frapper ou un serpent blanc à la recherche d'un nouveau nid. Ma tante, Émilie, fut effondrée. La maladie mentale, le diagnostic rapide et accablant du voisinage, lui parut la seule explication. Elle voyait son fils du cœur, l'enfant du silence, se transformer en un étranger hurlant et terrifié. Elle essaya des tisanes, des prières chuchotées, des compresses froides. Rien n'y faisait. Son ordre parfait était pulvérisé, et avec lui, ses derniers remparts. Le 5e jour, au petit matin, la tempête intérieure se calma aussi soudainement qu'elle était venue. Non par une victoire, mais par un épuisement total, comme si les démons eux-mêmes avaient épuisé le peu d'humanité qui leur restait à torturer. Une lucidité fragile, douloureuse et cristalline, revint. Je me sentis lavé, vidé, mais propre de cette horreur active.
Et dans ce silence retrouvé, je regardais ma tante. Elle était assise sur une chaise près de mon lit, le dos voûté par la fatigue, son visage ravagé par l'inquiétude et les nuits blanches. Dans ses yeux cernés, je ne vis plus la femme autoritaire qui traquait la poussière, mais une personne brisée, aimante et terriblement vulnérable. Un amour brutal, mêlé d'un remords aussi vaste qu'un océan, me transperça le cœur. Je lui avais vu son démon, son serpent blanc. J'avais traversé le mur de sa chambre et j'avais été témoin de sa prison dorée. Et qu'avais-je fait? J'étais parti. J'avais choisi mon propre pouvoir, ma propre descente. Je n'avais rien tenté pour la sauver. Pire, j'étais devenue une arme au service du même mal qui la ligotait. Tati, murmurai-je. Ma voix était ravagée, cassée par les hurlements. Elle sursauta, ses yeux s'agrandissant d'un espoir craintif. Tati, je répétai, plus fermement, en m'asseyant avec difficulté. Il faut aller à l'église. Pas plus tard, tout de suite. Je suis infectée. Ce n'est pas une maladie dans la tête. C'est ailleurs. Il faut un pasteur. Un vrai. La peur dans ses yeux se mua en une terreur d'une autre nature, plus ancienne, plus reconnue. Elle ne discuta pas. Elle hocha la tête, se leva d'un mouvement vif, et 1 heure plus tard, nous étions assis tous les deux dans le bureau austère du pasteur Moïse, un homme aux mains calleuses et au regard pénétrant. Et là, les mots se déversèrent. Un flot ininterrompu, putride, de vérité cachée. Je parlais du serpent blanc lové autour d'elle dans son sommeil, de la limace avalée vivante, des bracelets dents et des enfants en procession nocturne, de la pluie qui volait les étoiles, de ma mère et de la bouteille glacée contenant son esprit. Des rêves violets et de la sirène gardienne. Je pleurais toutes les larmes de mon âme d'enfant vieilli avant l'âge, des larmes de honte, de terreur et d'un chagrin immense pour tout ce que j'avais perdu et souillé. Le pasteur écouta, impassible mais intense, ses doigts joints. Ma tante, d'abord pétrifiée, se mit à pleurer silencieusement à mesure que j'énumérais les horreurs. Puis, quand je décrivis pour la seconde fois le serpent blanc, elle posa une main tremblante sur sa bouche. Ce serpent, sanglota-t-elle. Des hommes de Dieu, il y a des années, me l'avaient dit. Après mes fausses couches, ils disaient voir une chose pâle autour de moi. Je ne les ai pas crus. J'ai pensé qu'ils voulaient de l'argent. J'ai préféré croire que c'était le destin, ou ma faute. Sa confession, murmurée à travers les larmes, fut le point de départ. Son mur de déni se fissurait enfin, libérant une vérité qu'elle avait enfouie sous des années de ménage méticuleux et de silence. Pour la première fois, nous n'étions plus 2 êtres seuls, chacun prisonnier de son secret honteux. Nous étions 2 âmes naufragées, reconnaissant le même naufrage. Le pasteur posa une main sur mon épaule, l'autre sur celle de ma tante. L'ennemi a travaillé en secret, dans la honte, dit-il d'une voix grave. Maintenant, il est exposé. La lumière est votre première arme. La prière, votre seconde. Le chemin sera long. Il faudra défaire ce qui a été lié, rendre ce qui a été volé. Mais vous n'êtes plus seul. Nous sortîmes de l'église, non pas guéris, mais armés d'une lueur fragile. Le soleil de l'après-midi semblait trop cru, trop réel. Je sentais encore l'odeur de fleurs pourries sur ma peau, et le froid de la bouteille fantôme contre ma poitrine. Mais à mes côtés, ma tante tenait ma main, non plus avec la fermeté de la surveillante, mais avec la détermination tremblante d'une complice dans la guerre qui nous attendait. Nous avions jeté nos secrets au pied de l'autel, restait à présent à en affronter les conséquences. Dans le monde tangible où Ryan, le commandant, ne laisserait pas sa meilleure arme s'échapper sans se battre. Nous avons déménagé en urgence, dans la précipitation et le secret, comme des criminels fuyant une scène de crime. Un 2 pièces anonyme dans un quartier populaire, aux murs minces et aux odeurs d'huile chaude étrangère. Mais un territoire neuf, non souillé. Nous l'avons aspergé d'eau bénite, salé les seuils, prié dans chaque coin. C'était notre bunker. Ryan, cependant, n'abandonnait pas sa propriété. Les premières nuits furent un siège. Je ne le voyais plus avec mes yeux nouvellement lavés, mais je le sentais avec une acuité maladive, une présence glaciale, huileuse, qui stationnait derrière la porte de ma chambre. Pas une forme, mais un poids dans l'air, une intention hostile. Et le bruit, ce grattement doux, patient, contre le bois, le même que cette première nuit. Et pire, la voix, elle ne résonnait plus dans ma tête, mais glissait, sifflante, sous la porte, charriant un venin de trahison et de menace. Tu nous appartiens, Junior. La marque est dans ta chair d'esprit. On sait où tu es. Toujours. On viendra te chercher, à l'heure où tu seras le plus faible. Ton âme est à nous. On la traînera dans la boue noire d'où tu viens. La peur était atroce, viscérale, mais elle était radicalement différente. Avant, c'était la peur panique du novice, mêlée à l'excitation toxique. La peur de ne pas être assez puissant, assez cruel, pour mériter ma place dans les ténèbres. Maintenant, c'était la peur pure de perdre.
de perdre cette lueur fragile de paix qui pointait après la confession, de perdre le regard apaisé de ma tante, la saveur simple d'un repas partagé sans arrière-pensée, de perdre ma chance de redevenir humain. Ma tante et moi, nous nous sommes accrochés à la prière comme des naufragés à un radeau. Nous la récitions ensemble, le matin et le soir, voix tremblante mais unie. L'Église devint notre forteresse, le pasteur Moïse notre général. Il nous donna des psaumes à lire comme des incantations de protection, des jeûnes à observer comme des nettoyages. Nous étions en guerre, et notre discipline était notre armure. Les visites nocturnes se sont espacées. Le grattement est devenu plus rare, la voix plus lointaine, comme si notre résistance assidue érodait leur emprise. L'odeur de fleurs pourries et de terre humide qui me collait à la peau, ce sceau de mon crime, a commencé à s'estomper, jour après jour, lavé par les larmes, la sueur des efforts sincères, et l'odeur tenace de la cire des bougies d'église mêlée au savon propre et simple. Aujourd'hui, j'ai 12 ans, l'âge où d'autres rêvent de football ou de jeux vidéo. Moi, je revis, minute après minute. Je reconstruis une normalité qui a le goût du miracle. Je retourne à l'école, dans un nouvel établissement. Parfois, je croise dans la rue d'anciens condisciples, ceux à qui j'ai distribué les bracelets. Certains ont le regard fatigué, voilé, une lassitude dans les épaules qui n'a rien à voir avec l'adolescence. Je sais ce qu'ils traversent la nuit. Je sais la procession silencieuse vers le carrefour. Une partie de moi, l'ancienne partie, voudrait crier, les avertir, les secouer. Mais je me retiens. Le pasteur a été clair. Guéris-toi d'abord. Une torche tremblante n'éclaire personne. Elle met le feu à tout. Ma mission, pour l'instant, c'est de solidifier ma propre lumière, si faible soit-elle. Ryan, mon premier ami, mon corrupteur, avait tort sur un point fondamental. Il m'avait appris que physiquement, on pouvait être seul comme lui semblait l'être. Et spirituellement, il vendait une fraternité toxique dans les ténèbres, une fausse communauté du vice. Mais il avait omis l'autre versant. Si on choisit la lumière, même vacillante, on n'est jamais vraiment seul. On rejoint une chaîne invisible, une fraternité de ceux qui luttent, qui espèrent, qui se relèvent. Ma tante, le pasteur, tous ceux qui prient sans savoir pour qui, ils sont là. L'épreuve m'a volé mon enfance. Elle m'a pris l'insouciance, la confiance naïve, et m'a inoculé une connaissance abyssale du mal. Mais en échange, elle m'a donné une certitude de fer, forgée dans la douleur. La guerre entre l'ombre et la lumière n'est pas une métaphore, ni une légende pour livres poussiéreux. C'est un conflit réel, silencieux, qui fait rage chaque nuit, dans l'intimité des chambres à coucher, dans les failles des cœurs, dans les rêves des innocents. Et parfois, elle ne commence pas avec un démon cornard, mais avec un ami au sourire énigmatique qui vous tend une limace visqueuse, en vous promettant la puissance suprême pour combler un vide qui, je le sais maintenant, ne peut être véritablement rempli que par un amour vrai, courageux, et parfois douloureux. Je suis un survivant. Mon corps porte les stigmates invisibles de la bataille. Mon âme est une terre labourée par le soc de l'horreur et la main fragile de l'espoir. Et ceci est mon avertissement, gravé au feu de mon expérience. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux qui flairent vos faiblesses, vos blessures secrètes, et qui, au lieu de les penser, vous les présentent comme des portes vers des super-pouvoirs, qui vendent la corruption comme de la liberté, et la dépendance comme de la fraternité. Leur marché est un piège. Le prix à payer, le seul vrai prix, est toujours le même, un morceau de votre âme. Et une fois qu'il est perdu, le chemin pour le retrouver est long, obscur, et jonché des ombres de ceux que vous avez trahis en chemin, y compris vous-même. Vous ne regarderez plus jamais les choses de la même façon après ça. Likez si cette vidéo vous a glacé le sang, partagez-la pour briser le silence. Et abonnez-vous, l'histoire ne fait que commencer, et les prochains récits sont encore plus troublants.